Il est 13h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Nous démarrons ce journal par cette communication. Le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, dénonce la énième violation de la cessation des hostilités par la coalition AFDC M23 soutenue par le Rwanda. Ces violations de cessation des hostilités interviennent au moment où la communauté internationale s'active pour le retour de la paix dans le nord et sud Kivu. On écoute donc le général-major Sylvain Ekenge. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au nord Kivu et au sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses soldats de l'AFC M23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et des Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition du mal. Deux propositions de loi organique sur la Cour constitutionnelle ainsi que la loi portant protection et promotion des droits des personnes de troisième âge déclarées récevables par la plénière de l'Assemblée nationale. Peu avant, les députés nationaux ont voté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la RDC. Blaise Bokokia-Sanza pour le reportage. Après le Sénat, l'Assemblée nationale a voté en seconde lecture le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Sur 377 députés nationaux ayant pris part à la plénière, 366 ont voté pour, 11 contre et 0 abstention. Le vote s'est déroulé à l'issue de l'appel nominal de chaque député. En rapport avec la loi organique sur la Cour constitutionnelle proposée par l'honorable Gaspard Gondankoy, plusieurs problématiques ont été soulevées par les élus nationaux sur la réécriture du texte, les doubles degrés de juridiction, le contrôle des constitutionnalités, le risque de politisation, la mission des juges constitutionnels et la liste n'est pas exhaustive. La proposition de loi sur la protection et la promotion des droits des personnes de troisième âge est défendue par l'honorable Dédé Mopassa. La représentation nationale a soulevé la nature innovante et la portée socio-protection de ce texte qui nécessite la prise en compte des exceptions sur l'âge. Ces deux lois organiques ont été déclarées recevables et mises à la disposition de la Commission politique, administrative et judiciaire pour la première et à la Commission droits de l'homme pour la seconde. Question de les examiner et de les enrichir afin de doter le pays des textes qui contribuent à l'amélioration de la vie sociétale au bénéfice des citoyens congolais. Bien après l'adoption de l'ordre du jour, plusieurs députés se sont succédés devant le litrin pour présenter quelques motions d'information sur telle ou telle autre préoccupation touchant le quotidien, soit de leurs électeurs, soit de leurs circonscriptions électorales disséminées à travers le pays. C'est officiel, il n'y a plus d'épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï et cela au terme de 42 jours sans nouveau cas depuis la rémission du dernier patient enregistré le 19 octobre 2025. La première ministre Judith Suminwa était sur place. Au Kasaï, le coup de la peur s'est enfin tu. Après 2 semaines de surveillance étroite, la République démocratique du Congo déclare officiellement la fin de l'épidémie d'Ebola.
Cette annonce est faite ce lundi 1er décembre par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. 42 jours se sont écoulés sans aucun nouveau cas depuis la rémission du dernier patient enregistré le 19 octobre 2025. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, rend hommage aux médecins, aux chercheurs et particulièrement au professeur Jean-Jacques Muyembe, figure mondiale de la lutte contre Ebola. Nous sommes souvent là pour annoncer le début d'une épidémie, mais aujourd'hui nous sommes là pour annoncer la fin d'une épidémie. Et donc je voudrais rendre hommage à tout ce partenariat pour que notre pays se rappelle qu'il n'a pas été seul quand il a fallu se battre contre Ebola. Je voudrais aujourd'hui, Excellence, rendre hommage au professeur Muyembe. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a décidé de créer le prix Jean-Jacques Muyembe Tamfum. Une distinction que le ministère entend mettre en place immédiatement pour pérenniser l'apport scientifique du professeur Muyembe, l'apport humanitaire du professeur Muyembe et son engagement indéfectible à la lutte contre les épidémies. Cette distinction que nous annonçons aujourd'hui ira vers toutes les personnes, chercheurs, travailleurs communautaires, prestataires de soins, qui va se distinguer dans la lutte contre les épidémies et qui pourra effectivement bénéficier de ce prix pour continuer le travail. De son côté, le directeur général de l'Institut national de santé publique, le docteur Dieudonné Mwambaka Zadi, salue une mobilisation exemplaire. Une semaine seulement a suffi pour contrôler l'épidémie. L'Institut national de santé publique, qui a conduit de main de maître cette réponse, est particulièrement fier du travail accompli avec efficacité sur le terrain en un temps record, car seulement en 6 semaines, on a pu contrôler la maladie avec la sortie du dernier cas confirmé en date du 19 octobre 2025. Et nous pouvons nous applaudir pour cela. Ebola reste l'une des maladies les plus redoutées du continent, contagieuse, mortelle, imprévisible. Avec la fin de cette épidémie au Kasaï, une nouvelle phase commence, renforcer la surveillance, consolider la prévention et soutenir la recherche. Les activités de la 37e journée mondiale de lutte contre le sida sont placées sous le thème « Une riposte équitable pour une RDC sans VIH d'ici 2030 ». Nicole Cessep-Loca nous en parle avec plus de détails. La situation du VIH-Sida en RDC est marquée par une épidémie généralisée persistante avec 26 000 nouvelles infections et 12 000 décès pour l'année 2025. Le gouvernement, à travers le PNMLS, a réaffirmé l'engagement du pays en faveur d'une riposte équitable. L'équité, ce n'est pas un concept administratif. C'est garantir que chaque Congolaise et chaque Congolais, où qu'il vive, puisse accéder au dépistage, au traitement, au soutien et à la dignité. Dans son intervention, la directrice régionale de l'ONU-SIDA a appelé à un engagement financier durable pour assurer la prévention et les traitements dont dépendent des centaines de milliers de vies. Aujourd'hui, alors que de multiples programmes font face à de graves pénuries de financement pour les activités critiques, les ressources humaines et les intrants, nous nous joignons au reste du monde pour élever nos voix dans le plaidoyer. Le sida n'est pas terminé, loin de là. Nous sommes très loin de là. Cette journée a été marquée par une scénette éducative sur la lutte contre la discrimination et la visite des stands des organisations et partenaires qui interviennent dans la lutte contre le sida en République démocratique du Congo. Toujours en rapport avec cette célébration, la Fondation Caliste Mounana appelle à la fidélité et au dépistage volontaire pour vaincre cette maladie. Edith Chala.
Alors que le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida le 1er décembre, la Fondation Caliste Mounana, conduite par sa présidente, ambassadrice universelle de la paix Nathalie Aziza Mounana, a réuni dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa plusieurs veuves et orphelins, parmi eux celles et ceux du VIH-Sida. L'école Ango Ango a vu des milliers de participants se rassembler autour de cette ministre honoraire des Affaires sociales en RDC. Près de 4 décennies au service des veuves, des orphelins et des personnes vivant avec handicap, Nathalie Aziza Mounana a adressé aux élèves et enseignants de l'école des messages de prévention contre la pandémie du VIH. Elle a insisté sur la nécessité de l'autodiscipline, de la protection personnelle et de la responsabilité collective pour lutter efficacement contre le sida. Engageons-nous à faire de la riposte du VIH-Sida non seulement une priorité, mais une promesse de santé et de bien-être pour les générations futures. Les médecins de la Fondation Caliste Mounana ont à leur tour sensibilisé l'assistance sur les modes de transmission du virus, l'importance du dépistage, l'abstinence, la fidélité et les comportements responsables en milieu scolaire et communautaire. Plusieurs structures ont pris part à cette activité, parmi lesquelles les communicateurs du chef de l'État, les responsables religieux, ainsi qu'un grand nombre d'enseignants. À cette occasion, Nathalie Aziza Mounana a été doublement honorée par 2 diplômes, le premier décerné par les hommes de Dieu et le second par les communicateurs du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. En mission officielle en RDC, le ministre belge de la Défense et du Commerce extérieur a entamé une série d'entretiens stratégiques pour consolider un partenariat militaire jugé essentiel face aux enjeux sécuritaires du moment. Reportage. Pour cette première visite officielle en République démocratique du Congo, le ministre belge Theo Franken a réaffirmé le soutien de son pays face aux défis sécuritaires que traverse l'Est de la République démocratique du Congo. Il a également insisté sur l'engagement du nouveau gouvernement belge, rendu possible par l'augmentation du budget de la défense, à élargir et à intensifier la coopération militaire avec Kinshasa. Et c'est important de montrer que nous sommes ici pour vous soutenir sur le plan politique, sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan de la défense. Après leur échange au Salon Galaxy, l'avion du vice-premier ministre en charge de la défense nationale et celui de son homologue belge ont mis le cap sur Kindu, dans la province du Maniema. Sur place, les 2 personnalités, accompagnées de leur délégation, ont pris part à un briefing sectoriel présenté par le commandant de la base. L'objectif de cette étape était de constater l'état d'avancement des travaux menés dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne, la Belgique et la RDC visant le renforcement des capacités logistiques, des équipements et des infrastructures militaires. Dans ce partenariat, la partie belge assure notamment la construction d'un complexe logistique et d'un bâtiment destiné à l'état-major de brigade. La mission s'est poursuivie par une visite des chantiers en cours consacrés aux nouvelles installations logistiques. De Kinshasa à Kindu, cette mission aura confirmé la volonté partagée de la RDC et de la Belgique d'élever leur coopération militaire à un niveau supérieur, alliant soutien opérationnel, investissement structurel et vision stratégique tournée vers la stabilité durable. Libération conditionnelle de plus de 60 prisonniers de la prison centrale de Makala à Kinshasa. L'opération a été supervisée par le ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Gueffa. Un vent d'espoir a soufflé pour certains prisonniers de Makala. À l'issue d'une opération menée sous la supervision du ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, une 60aine de prisonniers ont retrouvé la liberté. Tous répondent aux critères légaux de libération conditionnelle après examen minutieux de leur dossier. Le ministre a rappelé que cette démarche ne signifie pas l'impunité, mais l'application stricte de la loi qui prévoit de réinsertion pour des personnes jugées prêtes à reprendre une vie normale. Guillaume Gueffa a rappelé ses ex-prisonniers à adopter un comportement irréprochable. L'État veut que vous puissiez vous améliorer. Et au terme de votre emprisonnement, que vous puissiez être réinséré et réintégré dans la société. Libre, ils regagnent leur famille avec beaucoup d'émotion. Faut pas pleurer. Pour le ministre
à se comporter na. Que le ministre reste droit dans ce qu'il fait. Merci au ministre pour notre libération. Nous renonçons au mal. Pour sa part, le directeur de la prison centrale de Makala salue l'initiative qui vise à désengorger, calmer les esprits et porter espoir à ceux qui affichent un comportement irréprochable. C'est un premier groupe qui compte de centaines d'autres prisonniers qui attendent la finalisation de leur dossier. Et puis, l'atelier de la revue du portefeuille FIDA a permis d'évaluer les réalisations de ce partenaire technique financier dans la mise en œuvre des projets de développement dans le secteur agricole. C'est le ministre d'État de l'Agriculture qui a procédé à l'ouverture de ces travaux. C'est le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire qui a procédé à l'ouverture des travaux de l'atelier de la revue du portefeuille FIDA en RDC. Mohindo Nzangi a reconnu l'appui du partenaire FIDA au gouvernement de la République et beaucoup plus au ministère de l'Agriculture à travers la mise en œuvre des projets de développement agricole. Il a en outre émis quelques recommandations quant au fonctionnement de tous les partenaires financiers. L'État va se désengager des activités de production. Et c'est dans ce cadre-là que l'ensemble des partenaires doivent nous aider à établir un système viable, un système harmonieux, un système plus performant d'accompagnement de nos petits agriculteurs et des grands agriculteurs de notre pays. Le représentant du directeur pays du FIDA en RDC, Wali Diouf, a tout d'abord salué les 45 ans de collaboration en République démocratique du Congo et a précisé les différentes zones d'intervention. Il a pour mandat d'investir pour la transformation inclusive et durable des zones rurales, permettant une croissance économique inclusive et durable de ces zones, et soutenue par les politiques d'investissement susceptibles de favoriser un développement harmonieux sur le plan social. Les interventions ont jusqu'à présent touché environ 1 500 000 ménages ruraux, soit 6,1 millions de populations congolaises. 3 projets sont soutenus efficacement par le FIDA à renchérir Mohindo Nzangi avec l'accompagnement de l'AFD et de l'ECOFIN. Il s'agit de Passa NK avec 58 millions de dollars américains, Padri avec 130 millions de dollars et Avenir avec 213 millions de dollars. L'enveloppe globale de ce projet représente près de 400 millions de dollars américains qui est fort capable de booster le développement du secteur agricole de la République démocratique du Congo. Ces travaux se sont déroulés en présence des secrétaires généraux du ministère du Développement rural, de Pêche et Élevage, des Finances, ainsi que celui de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Et puis, la deuxième édition de la rencontre d'exception, de la rencontre des femmes d'exception va démarrer le mercredi 3 décembre 2025. L'Association des femmes d'exception du Congo organise ce forum pour la promotion de l'inclusion financière des femmes. Regardez. Cette deuxième édition de la rencontre d'exception placée sous le thème « Inclusion financière » répond au plan d'action 2023-2025 de l'Association Femmes d'exception du Congo, FEDEC en sigle, qui dirige Lydie Omanga Dihanju. Dans un contexte marqué par des inégalités persistantes dans l'accès aux ressources financières, l'autonomisation économique de la femme est une condition essentielle à la souveraineté économique nationale. Elle est aujourd'hui au cœur du développement économique et social de notre pays, au point de constituer un levier indispensable pour réduire les inégalités, stimuler l'entrepreneuriat et permettre à chaque citoyen, notamment aux femmes et aux jeunes, d'accéder aux opportunités offertes par la croissance numérique et économique. Cette deuxième édition de Rencontre d'exception qui s'ouvre ce 3 décembre 2025 est une occasion pour des personnalités impactantes de partager leurs expériences. Lydie Omanga et l'Association Femmes d'exception du Congo FEDEC souhaitent créer un espace de dialogue et de réflexion autour des mécanismes qui favorisent l'accès équitable aux services financiers bancaires et alternatifs. Le docteur Adesina, président honoraire du groupe de la Banque africaine de développement BAD, partagera son expérience, particulièrement celle du programme AFAWA, Affirmative Finance Action for Women in Africa, qui constitue une référence mondiale en Afrique. D'autres invités comme la ministre du Genre, Famille et Enfants, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le gouverneur de la Banque centrale du Congo et le ministre des Finances sont attendus à ce forum qui se tient à Pullman Hotel
ce mercredi 3 décembre 2025. Parlons toujours des femmes. Cette fois-ci, les syndicalistes s'insurgent contre les violences à l'endroit des femmes à travers les réseaux sociaux, d'où leur plaidoyer auprès des autorités pour sanctionner leurs auteurs. Vital Paga. De plus en plus, l'on déplore à l'échelle mondiale les dégâts causés dans les réseaux sociaux au-delà des avantages qu'ils procurent. En marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les violences basées sur les genres, les femmes syndicalistes se sont retrouvées pour peaufiner des stratégies et armer les mamans dans le cadre de cette lutte autour du thème « Internet n'est pas une zone de non-droit ». Yvette Kitenge, syndicaliste, et Michel Dioumou, également syndicaliste, saluant l'initiative. Les violences basées sur les femmes ont pris une ampleur parce que nous avons constaté qu'il y a l'impunité, il n'y a pas la réglementation technologique ou en matière technologique. Bien sûr qu'il y a des lois, mais il n'y a pas de suivi. Si on sanctionnait ces gens-là qui salissent des réputations des femmes sur les réseaux sociaux, en tout cas, on allait mettre fin à cette cyberviolence. Compris qu'il faut pérenniser l'initiative parce que, vous savez, nous avons 53% environ de femmes dans ce pays. Et l'Internet est en train de basculer la société entière. Il faut qu'on se donne des codes pour que la numérisation de la société ne détruise pas le social. Pour rappel, la journée mondiale de lutte contre les violences basées sur les genres est célébrée le 25 novembre de chaque année. Alors que le projet Star Est affiche plus de 80% de réalisation en Ituri, les acteurs clés de la province se réunissent pour renforcer l'ancrage local de ce programme. On en parle avec Sarah Moulissa. Les hommages vibrants ont été rendus au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour ses efforts de stabilisation de l'Est de la RDC. C'était pendant l'atelier du comité consultatif provincial du projet Star Est 2025-2026. Les chefs coutumiers, les membres de la société civile, les confessions religieuses ainsi que les autorités politico-administratives évaluent sans complaisance le projet Star Est qui est en séjour à plus de 80% de réalisation des infrastructures à travers la province. À l'issue de ces travaux, des procès-verbaux devront ressortir, a fait savoir Steve Sengida, coordonnateur provincial du Star Est. Ces présents travaux que vous présidez ce matin seront sanctionnés par des procès-verbaux dont l'un portera sur la validation des rapports d'exécution des activités du plan de travail et budget annuel 2024 et le second validera la régularisation des activités en cours d'exécution pour l'exercice 2025. Dans sa double casquette du gouverneur militaire de l'Ituri et président du dit comité consultatif, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni a martelé sur la prise de conscience collective pour la paix car seules les zones pacifiées devront bénéficier de projets de stabilisation. Aujourd'hui, je pense que Djougou est à 80% en paix. Donc si nous avons la paix, parce que les moyens sont là, ce n'est pas des moyens qu'on va chercher. Nous allons consommer tous les moyens en construisant des infrastructures, en réinsérant nos jeunes. Notant que sous état de siège, le projet Star Est en Ituri a déjà réalisé la réhabilitation de plus de 160 km de routes et est en cours de construction de plus de 430 infrastructures communautaires de base. De la cataracte à l'hôpital général de référence de Mahagui. Cette initiative se poursuivra jusqu'au 13 décembre 2025. Soutenue par le Lions Club et de Vision Goma,
ainsi que par des partenaires privés, notamment des opérateurs économiques. Cette campagne vise à offrir des soins ophtalmologiques de qualité aux populations locales. Au total, 1500 personnes seront consultées, 300 interventions chirurgicales seront réalisées et 500 paires de lunettes de lecture seront distribuées gratuitement. Des spécialistes venus de la Tanzanie, de Goma, de Bunia et de Mahagi ont été mobilisés pour mener à bien cette opération. Lors de la cérémonie de lancement, le médecin chef des zones de santé de Mahagi, Dr Daniel Oupar, a salué avec enthousiasme cette initiative sanitaire. De son côté, le docteur Doni Ouketi a souligné l'importance de ces activités pour la santé publique. Le premier projet d'avenir de ce débat, c'est de créer un centre, un hôpital ophtalmologique de référence au centre ici à Mahagi. L'administrateur militaire du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dissanoa, a exprimé sa conviction que cette campagne contribuera significativement à l'amélioration de la qualité de la vie de la population. Et puis le gouverneur du Haut-Lomami, Marmon Banza-Malume, a échangé à Kipamba avec les trafiquants de poissons qui sont victimes d'extorsion par des hommes sans foi ni loi et s'est rendu compte à Kabombo d'un lot important des fils du courant caténaire saisis dans les mains des inciviques. Reportage. Profitant de son séjour à Kipamba, dans la chefferie de Kinkonja, territoire de Bukama, le chef de l'exécutif provincial Marmo Banza a fait une descente à l'hôpital général des références de Kinkonja, question de se rassurer de l'état de santé de M. Ngoyo Alongwa David, qui a été attaqué et blessé par l'hippopotame. Sous les explications de la responsable de l'hôpital, la délégation a remercié les professionnels soignants pour le travail. Le bâtisseur Marmo Banza a remis une enveloppe aux victimes. 11 femmes accouchées par césarienne ont été prises en charge par l'autorité provinciale. Un geste qui a rencontré la satisfaction des bénéficiaires qui ne savaient à quel point trouver les frais à payer. La délégation a visité l'ensemble de l'hôpital, précisément la salle d'opération en pleine construction. Sans foi au visage, le gouverneur a félicité la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Église catholique pour le travail abattu en faveur de la population. Il promet, au nom du gouvernement provincial, un appui à cette structure. La délégation conduite par le gouverneur a reçu le comité des trafiquants de poissons et divers exerçant dans la chefferie de Kinkonja. Ce comité a demandé la sécurité car ces derniers temps, ils sont victimes de tortures par les hommes sans foi ni loi. De sa part, Mobanza a condamné ceux qui s'aventurent dans de telles barbaries. Il promet avec un ton fort de mettre tous les moyens ensemble avec le Conseil de sécurité provincial afin de décourager ces auteurs, car la paix doit être un héritage pour tout fils de la province. À Kabondo Djanda, l'autorité du Haut-Lomami, Banza Malume Marmo, s'est rendu compte d'un lot important de fils du courant caténaire saisis dans les mains des hommes sans foi ni loi par les services de sécurité. Toute la délégation a déploré et condamné ces actes qui freinent l'élan de la société. Immersion au cœur du patrimoine congolais, les femmes des médias de Kinshasa ont investi le Musée national du Congo pour une visite riche en découvertes entre œuvres retraçant l'histoire du pays et expositions consacrées au Marshal Mobutu, véritable plongée dans une époque charnière. Elles n'ont pas caché leur fascination devant la richesse culturelle et mémorielle qui s'y trouve. C'est un reportage de Gudul Bolia. Mobutu, une vie, un destin, exposition qui retrace le parcours historique du deuxième président de la République démocratique du Congo, Joseph Désiré Mobutu. Un outil didactique pour la plupart des femmes des médias qui soit n'ont pas vécu l'époque Zaïre ou étaient encore jeunes à cette période. Des photos qui ont suscité beaucoup de souvenirs, des découvertes sur celui qui a dirigé les Zaïre pendant 32 ans. On y voit les présidents, le père et le grand-père Mobutu. Les femmes de médias sont venues visiter parce que parmi nous, il y a beaucoup de générations qui n'ont pas connu Mobutu, qui n'ont pas vécu l'époque Mobutu. Et cette exposition était une occasion pour permettre à nos jeunes consoeurs d'entrer en pleine histoire de la République démocratique du Congo. Ça nous a permis de nous instruire, de nous remémorer le passé et surtout d'apprendre ce qu'a été Mobutu pendant ces 32 ans au pouvoir. Je suis impressionné, je vois que vous êtes toutes en forme
Et ma foi, je crois que je suis ravi parce que je sais l'objectif qui était le vôtre en venant ici à l'exposition. Et pour moi, c'est toujours un plaisir que j'aimerais partager. Pour les musées nationaux, cette exposition est une porte ouverte sur l'histoire de notre pays pour que la jeune génération trouve ses repères. J'ai été agréablement surpris de recevoir ces femmes de médias à l'Institut des musées nationaux du Congo. Des visages considérés comme des patrimoines. Une exposition qui attire des visiteurs de partout, mais surtout des écoles de la capitale. Occasion aussi de se remémorer l'époque. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et présentation de Jean-Pierre Ndolo Demazo. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 2 décembre 2025. Accord RDC-Rwanda, le scepticisme persiste à la veille de la signature à Washington, révèle le potentiel. Après avoir paraphé un accord de paix présenté comme historique, la RDC et le Rwanda seront officiellement reçus le 4 décembre à Washington sous la pression du président américain Donald Trump. Mais alors que la Maison-Blanche s'apprête à accueillir Félix Tshisekedi et Paul Kagame, de nombreuses zones d'ombre persistent. Quelles garanties concrètes pour une paix durable dans l'est de la RDC? Quelles assurances pour le retrait effectif du 1-23? L'offensive se poursuivent malgré les engagements annoncés. À Kinshasa, le scepticisme demeure, d'autant que certains avertissent qu'en cas d'échec du processus, les États-Unis pourraient être perçus comme l'un des artisans d'une possible balkanisation du pays. Accord Tshisekedi-Kagame, plus de 100 délégués congolais déjà à Washington affirment vraie thématique. En prélude de la signature d'un accord de paix entre le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais Paul Kagame, plusieurs délégations congolaises ont déjà foulé le sol américain. Selon les sources aéroportuaires, plus de 100 personnes ont quitté Kinshasa pour Washington au cours du week-end dernier. Ce déplacement massif illustre l'importance que Kinshasa accorde à ce rendez-vous diplomatique. Diaspora, contrôle renforcé à Bruxelles. Green Card sous menace aux États-Unis, la fragilité des Congolais à l'étranger, constate Mediacongo.net. La diaspora congolaise réputée dynamique et influente se retrouve aujourd'hui sous une pression croissante sur deux fronts, aux États-Unis où les détenteurs de la Green Card pourraient être expulsés, et en Belgique où les opérations policières d'envergure dans le quartier Matungé ont visé un nombre important des commerces tenus par les Congolais. Ces deux événements, bien que distincts, révèlent des tendances profondes sur la manière dont les Congolais sont perçus, traités et vulnérabilisés sur la scène internationale. Assainissement, voirie et drainage, Kinshasa et Zobunga, un nouveau souffle pour la capitale, note le satirique Grognon. La transformation de Kinshasa ne se réalisera pas instantanément. Néanmoins, les progrès accomplis ce dernier mois avec 105 km de route achevée et une volonté affichée de s'attaquer aux problèmes de fond offrent un espoir nouveau pour l'avenir de la capitale. Daniel Bumba nous rappelle avec passion que malgré les ressources limitées, des progrès considérables ont été réalisés. Et les chiffres montrent que Bumba fait davantage avec moins de moyens. Et ce journal, coordonné par Gudule Boilia, est complètement terminé. Papi Nguinamaou, Sarah Nacha Kumpava ont assuré la réalisation de ce journal. Didier Diawa était à la prise de son, Huguette Ngundu à la prise de vue, Christelle Luindula, Blondine Mangwaou, Sarah Amalele ont assuré la rédaction de ce journal. L'information continue en Swahili, Kikongo, Lingala et Chiluba. À 19h, Eric Kabamba. Excellente suite de programme. Au revoir.